sans la première diapositive. Le technicien ma se première dépêche. question est, à votre avis, quelle est la prévalence de l'anémie chez les patients greffés du rein après un an de transplantation? Alors, on prend pas comme... J'ai pas entendu. 80%, 40%, 80, 40, 60, qui dit plus que 80? Moins de 40. Moins de 40, combien? 30? 30? 40. J'attends la réponse. Donc, cette question a été largement étudiée. Il y a de très nombreuses publications, si ça vous intéresse, dans la littérature. Et en fait, si vous vous intéressez à l'anémie post-greffe, dans les quelques jours, dans la première semaine, premier mois qui suit la transplantation, effectivement, à peu près 80% des patients ont une anémie si on utilise la définition de l'OMS, 13 ou 12 grammes selon le sexe. Ça, c'est lié au saignement, au niveau d'hémoglobine avant d'arriver en greffe, parce que évidemment, si votre patient arrive dialysé avec 10 grammes d'hémoglobine, il a peu de chance d'être 13 grammes après l'intervention chirurgicale. Donc, le niveau d'hémoglobine avant la greffe, le saignement, la dilution, les médicaments immunosuppresseurs, les événements immédiats vont faire que presque tous les patients ont une anémie. Et un certain nombre d'entre eux vont être transfusés. Mais si, c'est pour ça que j'ai dit un an, si vous vous intéressez aux patients un peu chroniques, donc après un an, il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de tout ça, les médicaments immunosuppresseurs, on a réduit les doses, environ 30 à 40% selon les études des patients ont une anémie. Et environ 15% de ces patients ont un taux d'hémoglobine inférieur à 11 grammes. Donc, anémie, 13 ou 12 selon le sexe. Et si on regarde 11 grammes, ce qui est un peu plus sévère, entre guillemets, ce qui n'était pas loin à l'époque du seuil où il fallait prendre en charge ces patients, c'était aux alentours de 15% de prévalence. Voilà, est-ce fréquent? Oui. Et voilà la réponse. Donc, première étude, c'est l'étude, merci Bruno. Oui, c'est l'étude TRESAM, qui est un peu ancienne, étude européenne, observationnelle. On a envoyé, enfin, c'est un laboratoire, c'est les Janssen qui avaient fait ça, un questionnaire à tout un tas de centres de transplantation pour renseigner à un moment donné. Donc vous avez une semaine là, vous voyez tous les patients en consultation et vous regardez. C'est ce qui a été fait ici. Donc vous êtes ici à plus d'un an. Et vous voyez que selon le niveau d'hémoglobine, plus de 12, on va dire que ces patients n'ont pas d'anémie, et en dessous, ils ont une anémie. Et puis il y a une autre étude qui a été faite, enfin d'autres études ont été faites, hein, mais celle-ci, pardon, ça ne va pas dans mon sens, celle-ci elle est européenne, là encore c'est observationnel, vous avez avant 6 mois, 1 à 3 ans, plus de 5 ans de greffe, l'âge, l'hémoglobine moyenne et la prévalence de l'anémie. Vous êtes entre 35 et 40% ici. Et c'est un peu moins, évidemment, si vous regardez le nombre de patients, le pourcentage de patients qui ont moins de 11 ans transplantés du rein en France. Donc si 30% ou un peu plus d'entre eux ont une anémie, ça veut dire qu'il y a 10 000 patients qui ont une anémie qu'il faudra peut-être prendre en charge pour cette anémie. L'anémie chez le patient transplanté est plus fréquente à niveau de fonction rénale identique que chez le patient non transplanté. C'est ce qui est représenté sur cette diapositive. Vous avez des patients non transplantés, étude américaine de population, et vous voyez qu'au stade 3, 13 à 15% des patients, selon la période, il y a eu plusieurs études, un, 2, 3, 4, je pense qu'on allait à 4, je ne sais pas si on en fait la 5, aux alentours de 15% des patients au stade 3 de la maladie rénale chronique ont une anémie. Et si vous regardez les patients transplantés, au stade 3 de la maladie rénale chronique, vous êtes entre 30 et 50% de patients qui ont une anémie. Alors pourquoi ça? Parce que les causes d'anémie ne sont pas tout à fait les mêmes, et en particulier, je vais passer rapidement, parce qu'on utilise des médicaments immunosuppresseurs qui vont avoir un effet sur l'érythropoïèse. L'érythropoïèse ici, la cellule souche, le globule rouge qui transporte l'oxygène, le PO agit sur ces cellules, et puis juste avant, vous avez des facteurs de croissance qui vont induire la différenciation de la cellule souche en une cellule différenciée vers la lignée rouge. Le PO sert à la différenciation finale et à la prolifération.
Vous avez ici le site d'action de certains médicaments, les bloqueurs du système rénine-angiotensine, qui agissent soit en amont ici sur un récepteur AT1 qui est présent sur une cellule souche, et puis des médicaments qu'on utilise pour prévenir le rejet d'allogreffe, ASA ou MMF, ou sirolimus, qui vont avoir soit un effet direct sur cette cellule, colonie formine unité érythropoïésis, ici, en bloquant sa différenciation, soit un effet pro-inflammatoire comme le sirolimus, pour induire, enfin, c'est pas le but, mais ça va induire un blocage de l'érythropoïèse. D'accord? Donc, un effet spécifique du traitement immunosuppresseur qui va avoir un effet négatif sur l'érythropoïèse chez le patient transplanté par rapport aux patients ayant une maladie rénale chronique. Alors, quelles conséquences? Alors, les conséquences, elles sont connues, c'est les mêmes que dans la population générale, fatigue, perte d'appétit, moins bonne performance physique, évidemment. Une corollaire, c'est que si vous augmentez l'hémoglobine, vous avez plus de chances d'arriver là-haut au mont Saint-Odile. Augmentation du risque infectieux, augmentation de la fréquence des hospitalisations. Ça, c'est vrai chez tous les patients, quel que soit leur statut. Et puis, vous avez peut-être des choses un peu plus spécifiques en termes d'augmentation de morbimortalité cardiovasculaire, voire de progression de l'insuffisance rénale. Peut-être. Alors, on va regarder quel est le bénéfice du traitement au début et après, à distance de la transplantation. Je vais me rapprocher parce que c'est agaçant. Alors, je vais prendre 2 minutes de plus que tout à l'heure pour vous commenter les 2 diapositives qui arrivent. Transfuser un patient en post-greffe, ce n'est pas anodin. Je vous apprends probablement rien. Ça a été confirmé par cette étude où on a regardé ici 697 patients transplantés du rein, 440 non transfusés et puis 166 transfusés. Dans ce groupe de patients, un certain nombre avaient eu une recherche avant et puis après de DSA. Donc on passe là-dessus. Voici les résultats, les principaux résultats de cette étude. Les patients qui vont être transfusés, et en particulier les patients qui vont recevoir plusieurs transfusions en post-greffe, vont plus fréquemment sortir des DSA, et en particulier des DSA de classe 2. C'est ce qu'il y a ici. Augmentation significative du taux de DSA de classe 2 chez les patients qui vont avoir des transfusions sanguines répétées. Et on connaît bien sûr l'incidence à long terme et le pronostic défavorable des patients qui vont avoir des DSA par rapport à ceux qui n'ont pas de DSA. Donc transfuser des patients, il faut, si possible, l'éviter. Si possible, parfois on n'a pas le choix, et quand on n'a pas le choix, on le fait, bien évidemment. Alors, dans les modèles d'ischémie-reperfusion, on a clairement montré, ici c'est du rein, ça a été montré dans le cerveau, le cœur, et tout un tas d'autres organes, enfin d'autres organes, les principaux c'est cela, dans différents modèles d'ischémie-reperfusion, que administrer un agent stimulant l'érythropoïèse avant le processus d'ischémie-reperfusion pouvait prévenir les lésions, l'apparition de lésions induites par l'ischémie. C'est par exemple ce qui a été montré dans ce travail où on a clampé l'artère rénale de rat et on a induit, après la reperfusion, après le levée du clampage, une insuffisance rénale aiguë. Vous avez ici la créatine plasmatique du rat qui augmente à 24 et qui diminue après pour revenir à l'heure normale au bout de 3 jours. Et si vous administrez de l'EPO ici, en même temps que vous induisez cette ischémie-reperfusion, vous prévenez l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë. Et cet effet bénéfique, entre guillemets, est observé grâce à l'inhibition de l'apoptose induite par l'ischémie dans ce modèle d'ischémie-reperfusion. C'est ce qui est noté ici en histologie, et c'est ce qui est observé également si vous mesurez l'activité des caspases, qui sont des protéines qui sont activées dans les processus d'apoptose. Donc vous allez réduire l'activité de la caspase 3, par exemple, par l'administration de PO dans ce modèle d'ischémie-reperfusion. Alors qu'en est-il chez l'homme? Est-ce qu'il est utile et bénéfique d'administrer de l'érythropoïétine à forte dose avant la greffe ou juste après la greffe pour améliorer la récupération de la fonction rénale post-greffe et diminuer le risque de reprise retardée de fonction? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'à votre avis, ça sert à quelque chose? Est-ce que ça a été testé? Oui. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non.
Vous ne pensez pas? Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison, ça a été testé. Il y a eu au moins 4 études, qui sont des études randomisées, avec placebo ou sans placebo, où on a comparé, ici, 4 injections de 30 000 unités, en IV d'abord puis en sous-cutané, précoce, hein, dans les 15 jours post-greffe, 4 injections dans les 15 jours post-greffe, 3 injections en IV, une injection artérielle, 2 injections IV, une seule injection artérielle. Chez des patients à risque de reprise lente ou retardée de fonction post-greffe. Voire même ici, chez des donneurs, des donneurs à cœur arrêté. Donc des patients encore plus à risque. L'objectif de ces 4 études était l'amélioration de la fonction rénale à court terme. Un mois, à 1 semaine, à 6 semaines, à 1 semaine. Et vous voyez que le résultat, pas de différence. Pas d'intérêt en termes de protection ou d'amélioration de la fonction rénale à court terme du greffon, hein, dans ces modèles clairement d'ischémie reperfusion et la transplantation rénale. D'accord? Donc ça ne marche pas chez l'homme, ça ne sert à rien. Ça permet de faire remonter l'hémoglobine un peu plus vite, à 1 mois, mais en termes de bénéfices autres que remonter l'hémoglobine, pas d'intérêt. Et puis dans ce travail, il n'y avait pas eu de différence en termes de transfusion sanguine. Qu'en est-il à distance de la transplantation? Chez les patients chroniques à plus d'1 an de greffe, est-ce qu'il est utile, en dehors de corriger l'anémie et d'améliorer les symptômes liés à l'anémie, d'administrer le PO pour protéger la fonction rénale des greffons transplantés? Non. Les internes d'Amiens, ils ne savent pas. Oh, ça va se régler en rentrant. Alors, on sait que si vous donnez de la cyclosporine à des cellules en culture, quand je dis donner, vous avez bien compris, si vous leur mettez de la cyclosporine dans le milieu de culture, à forte dose, elles ne sont pas contentes. Les cellules tubulaires, elles vont se mettre en apoptose. Et si vous donnez dans le milieu de culture de l'érythropoïétine en même temps que la cyclosporine, vous allez prévenir au moins partiellement l'apoptose. C'est le travail de Nicolas Palais, publié il y a quelques années dans cette revue. Et pareil, si chez l'animal, le rat, vous traitez pendant 15 jours, pendant 1 mois avec de la cyclosporine à forte dose, 15 mg par kilo, ça rigole pas. Et si vous donnez en plus de l'EPO, vous allez protéger des lésions d'apoptose induites par la cyclo. C'est mieux représenté sur le schéma. Donc chez l'animal, ça marche. Ça marche même très très bien. Je vous recommande de lire ce papier. L'équipe de Renuzzi. Vous avez ici des rats qui ont été transplantés entre eux, même souche, des rats Lewis. Donc, ces rats-là ne vont pas développer de rejet, de néphropathie chronique d'allogreffe, puisque c'est quasiment des rats jumeaux. D'accord? Ils n'ont pas d'immunosuppresseurs. Et puis vous avez ici des rats Lewis transplantés avec des rats Wistar, ou l'inverse, je ne me rappelle plus, mais ce n'est pas très grave. On leur donne de la cyclosporine pendant 10 jours. Et puis au bout de 10 jours, on arrête. Et on va voir apparaître une protéinurie, une augmentation de la créatinine et des lésions de néphropathie d'allogreffe. Et puis ces rats, certains d'entre eux, ont reçu le PO à bonne dose. Je crois que c'est 30 microgrammes par kilo. 30 microgrammes par kilo. Alors si vous regardez ici l'effet sur la protéinurie, les animaux, après 60 jours, et encore plus après, chez qui on va arrêter la cyclosporine, vont développer une protéinurie. Et vont voir leur créatinine plasmatique augmenter. Et si vous leur donnez de l'EPO, vous réduisez la protéinurie et vous réduisez l'augmentation de la créatinine plasmatique de ces animaux. Donc vous protégez au moins les effets métaboliques induits par l'arrêt de la cyclose, c'est-à-dire le rejet chronique ou le rejet... D'accord? Si vous regardez sur le plan histologique ce qui se passe, moins de cylindres, moins d'atrophie tubulaire, moins de lésions inflammatoires interstitielles et moins de fibrose interstitielle chez les animaux qui vont recevoir le PO par rapport aux animaux contrôle. Bien évidemment, les animaux greffés entre eux, syngéniques, il n'y a pas de lésion. D'accord? Ça colle bien. Même chose sur le plan histologique. Je vous montre juste les graphiques, ça va plus vite. Et dans ce papier, ils ont montré que l'effet n'était pas lié à la correction de l'anémie,
puisqu'ils ont transfusé ces animaux qui avaient une baisse du taux d'hémoglobine et les ont transfusés avec de l'hémoglobine de rat. Donc on corrige l'anémie, mais on ne prévient pas de ces lésions, protéinurie, créatine plasmatique, lésions histologiques. Donc dans ce travail, l'effet est bien lié à un effet direct de l'agent stimulant l'érythropoïèse pour protéger une sorte de rejet induit par l'arrêt de la cyclosporine. D'accord? Donc ça a été fait aussi chez l'homme. Ce n'est pas tout à fait le même modèle, évidemment. On a pris des patients greffés du rein à plus d'un an de la transplantation qui avaient une fonction rénale pas terrible et une hémoglobine inférieure à 11 grammes. On les a randomisés, pas de traitement, ou on leur donne un agent stimulant l'érythropoïèse, c'était une néocormon, peu importe, pour faire monter l'hémoglobine à plus de 13 grammes. Je ne vous montre pas les premières courbes qui montrent qu'effectivement l'hémoglobine a augmenté. Je vous montre 3 figures. La première, c'est l'effet sur la qualité de vie. Les patients disent se sentir mieux. Ici, l'aspect physique en rouge, c'est 13 grammes et plus par rapport aux courbes en gris où ils sont à 10-11 grammes. Et puis la santé générale également est améliorée et c'est significatif bien évidemment. Alors ça c'était un critère secondaire, le critère principal il est là, c'était l'effet sur la fonction rénale, évolution du DFG estimée dans les deux groupes. Vous voyez que la différence, elle est là, à 12 mois, significative. Les patients qui avaient 13 grammes d'hémoglobine et un peu plus avaient un DFG un peu meilleur que les patients qui avaient 10 ou 11 grammes, et c'est significatif à 12 et à 24 mois. Plus important, en termes de perte de greffon, il y a une différence là aussi entre les deux groupes, puisqu'on a observé 13 pertes de greffon dans le groupe B, contre 3 seulement dans le groupe A, après 2 ans de suivi, la différence était significative. Donc dans ce travail, que les Amiénois n'ont pas lu en biblio, ce qui n'est pas bien, vous le direz Xéolite, dans ce travail, on a réussi à montrer que corriger l'anémie jusqu'à 13 grammes et plus, avec un agent, mais peu importe l'agent, stimulant l'érythropoïèse, ça avait un effet bénéfique sur la survie du greffon. C'est le seul travail qui a été publié, il n'y a pas eu d'autres études publiées sur le sujet, soit parce que les résultats n'étaient pas bons et les auteurs n'ont pas voulu publier leurs résultats, soit parce que personne n'a refait la même étude. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est le seul travail, il n'a pas été utilisé pour les recommandations. Donc pour terminer, on traite l'anémie du patient transplanté comme on traite l'anémie du patient insuffisant rénal chronique dans les recommandations. Pour faire simple, vous avez un patient qui a un DFG bas, une hémoglobine inférieure à 10 grammes et vous estimez que son anémie est liée à sa maladie rénale, même s'il est transplanté, il est symptomatique, ses réserves en fer sont satisfaisantes, vous êtes en droit de lui donner un agent stimulant l'érythropoïèse pour corriger son anémie. Et là, vous avez deux situations. La réponse, l'utilisation du traitement, la dose, etc., va dépendre bien sûr des comorbidités, de l'âge, de ce que vous avez comme objectif. La réponse, elle va être très satisfaisante. Vous utilisez des doses modérées, l'hémoglobine remonte bien, vous allez continuer, ce patient en général se porte très très bien et n'aura pas de complications. Par contre, les patients qui vont répondre partiellement ou pas très bien à cet agent vont probablement être ceux qui vont faire des complications. Et chez ces patients-là, il faut garder une cible d'hémoglobine plutôt basse, aux alentours de 10-11 grammes, plutôt que monter à 12. Voilà, et surtout de ne pas dépasser 300 unités par kilo chez ces patients. J'arrête là parce que je crois que j'ai été plus long tout à l'heure.